Miles Morales a grandi. Sa mâchoire s'est développée et il a développé de beaux poils d'araignée. C'est presque un adulte mais ça reste un ado. Et malgré son grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités, il n'échappe pas aux tourments de l'adolescence, que ce soit avec sa mère et son père avec qui il est en conflit, ou dans ses notes qui chutent de 15 à 12 en espagnol, alors que maman est portoricaine. Bref, que des soucis et pas beaucoup de kiff. Dur d'être un ado qui mène une double vie. Un soir, alors que Miles s'est posé sur son lit, Gwen Stacy, la Spider-Woman du premier film, et son crush d'araignée, débarquent via un portail dimensionnel directement dans le plafond de sa chambre. Elle l'embarque dans le Hub, une sorte d'énorme QG dans lequel sont réunis tous les Spider-Man de tous les univers. Comme une Spider-Mama enceinte, un Spider-Punk, un Spider-Man indien, aussi appelé Spider-Man. Bref, une chier de Spider-Man possible et imaginable, dirigée par Miguel O'Hara. Mais quel est le but de ce Hub ? Souvenez-vous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ce qui laisse peu de temps, voire pas du tout de temps pour vaquer à des occupations, disons, plus lubriques. Oui, ce Hub n'est autre qu'un Spider-Porn Hub, pour que chaque Spider-Man et Woman goûte au doux plaisir de la vie, ou bien plutôt, y soit forcé, car Miguel O'Hara s'avère être un Spider-Mark Dorcel tyrannique qui est bien décidé à ne laisser partir personne tant que toutes les toiles ne seront pas vidées. Mais Miles, pour le bien de toutes les Spider-Tubs, est bien décidé à détruire ce système bien huilé. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fée des films avec la BA du dernier Sony Pictures Animation dans l'épisode numéro 112. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai ? Douille ou pas douille ? Nos avis et ceux de la presse. C'est parti pour le match retour de Spider-Man Across the Spider-Verse. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus ? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ? Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Bonjour et bienvenue dans le match retour de Spider-Man Across the Spider-Verse, le dernier film de Joaquin Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson. Et oui, ils étaient 3 derrière ce film. Après vous avoir exposé nos attentes autour de ça, Béa sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film. Ma team de podcasters qui ont pu appeler leur version d'eux-mêmes de l'univers 3310 dans notre épisode BA. Souvenez-vous, on a Kevin. Bonjour chef. Kevin qui a pu Bonjour, s'appeler chef. et qui s'est découvert maître kebabiste Ça tomate oignon. dans l'univers 3310. Harissa sauce blanche. T'avais réalisé ton rêve dans cet univers-là. Et oui, et j'ai goûté grâce à la dimension 3310. Et c'est bon. J'ai goûté mieux. C'était pas ouf. William aussi est là. Salut William. Salut. Salut. J'ai pris des vagues. Hello. William, surfeur, tubeur. Oh là là. Bah, j'ai appris à nager depuis. Voilà. Dans l'univers 3310. Et Clémence aussi qui est là. Salut. Clémence qui doit être la plus deck de nous tous parce que dans l'univers 3310 c'était la vie de rêve. C'était la vie de J'étais gala. devenue impromptument la femme de Andrew Garfield. Tu as dérangé la secrétaire de Clémence Garfield du coup, qui elle se préparait pour le Met Gala. Mais je leur ai demandé, enfin j'ai rappelé en fait, tu savais pas, je t'avais pris ton 3310, je l'ai rappelé, j'ai demandé de m'envoyer des petites vidéos. Alors Moi j'ai des petites vidéos d'Andrew. Comment Je ne dirais pas. Comment trouves-tu ce je donnerai couple pas plus de détails. Comment trouves-tu ce couple Parfait. Et toi, Romain, pas trop perturbé par ta mort ? Écoute, j'ai pu rappeler Jean-Michel qui m'a fait un live, c'était limite un live Twitch de mes funérailles. Ah. Il y avait Jean-Michel, sa femme et ses gosses. Et c'est tout. C'est tout, c'est triste. Mais ils en ont beaucoup des enfants, ça fait quand même une belle assemblée. C'est vrai, bah ils étaient 10. Et est-ce qu'ils avaient bien aimé le nouveau Besson Audrey ? Apparemment chef-d'œuvre. Palme d'or dans cet univers-là. Palme d'or et doublement Oscar. Il a eu 2 fois l'Oscar du meilleur film. Ils ont créé un autre Oscar exprès. Ah merde. Ils ont dit, ça suffit Mais pas. du meilleur film en A. Ouais. Voilà. Quel univers, ouais. Mais je pourrais jamais voir ce film. L'univers 3310, voilà. Si vous avez rien compris à tout ça, on vous invite évidemment à écouter notre épisode BA autour de Spider-Man Across the Spider-Verse. On va en parler d'ailleurs de ce film aujourd'hui. On va donner nos avis et on vous prévient tout de suite. Comme d'habitude maintenant en vrai. Oui, on va spoiler. Je vais vous prévenir. Ça va spoiler. Nous serons les spoilerman et spoilerwoman de cet épisode parce qu'on va y aller, mais sans recours. J'ai envie de dire. Sans même détour. Oui, ça va divulguer. Sans phare et sans paillettes. Voilà, exactement ce que je voulais dire. Ça va spoil. Alors déjà, on peut... Un petit spoil sur nos avis. Vous conseillez d'aller voir ce film. Oui.
au cinéma, parce que peut-être que vous vous dites ouais mais je vais attendre qu'il sorte en DVD ou sur les plateformes. Non, Non. C'est un film de cinéma, il faut que vous allez le voir au cinéma. Donc claquez le PEL, ouais c'est cher une place si vous n'avez pas la carte, mais franchement ça vaut le détour et voilà, ça fait un bon petit rencard si en plus vous êtes bien accompagné. Voilà. Vous en aurez pour votre argent en tout cas. Voilà, ça c'était le petit spoil de nos avis. On va tout de suite lancer la roue de la chance. Oui. Parce que le Pornhub et tous les compagnies. On s'était un petit peu éloigné du sujet. J'étais un peu déçu. Hein. Chouïa éloigné Ouais. du truc. Hein, voilà, le bon goût toujours a fait tabéa. Mais c'était pas ça. Bien sûr que non. C'est une toute autre histoire riche en rebondissements qu'on va tout de suite résumer. Et c'est le hasard qui détermine qui résume avec la Roue de la chance. de la chance. Qui tourne. Qui va résumer le film de la semaine? Passez par là. YOLO. C'est moi? Ah ouais, c'est toi, Oh, William. ça fait longtemps. Celui-là comme ça par contre. Ah non. Alors en plus c'est dense. Enfin, il y a beaucoup de. Alors je vais essayer de m'en sortir. Donc il s'est passé quelques années depuis le premier opus. 1 an et 4 mois pour être précis. 1 an et 4 mois donc. Miles a du mal à jongler entre sa vie de Superman et Ça commence. Spider-Man, pardon. Il s'est trompé de film. Il était pas Ça dans la bonne commence bien. séance. Ça commence bien. Clark Kent des journalistes à Metropolis. Oh, putain. Non, donc Miles a du mal à jongler entre sa vie d'étudiant, des parents un petit peu trop surprotecteurs et donc sa vie de Spider-Man. En plus, Gwen lui manque un petit peu et ça tombe bien parce que le film commence avec Gwen qui, dans son univers, est obligée un peu de révéler son identité à son père, qui le prend plutôt mal. Donc elle décide de fuir et de suivre une espèce de gang de Spider-Man dans un hub virtuel, je sais pas trop comment. Une brigade des multivers. Voilà, une brigade du multiverse. Ils veulent pas l'accepter. Finalement, ils l'acceptent. On sent qu'il y a une raison à leur refus. On va le comprendre un peu plus tard qu'en gros, Miles est à l'origine de toutes les anomalies du multiverse. Et quand Miles, par divers péripéties, se retrouve dans le hub, il se rend compte qu'ils vont pas le laisser sauver son père. Alors en gros, il y a un truc de son père doit mourir pour qu'il puisse devenir vraiment Spider-Man. Il y a un élément très essentiel. Ah bon qui est le. Ah oui, vilain du attends, non, dimanche. j'arrive après. Je fais déjà ça. Donc en gros, lui, il veut sauver son père et il se trouve qu'il y a un antagoniste qui s'appelle la Tâche, qui était en gros un espèce de scientifique dans le premier. C'est ça. Qui travaillait sur le. Comment ils appellent ça? Le synchronitron. Bref, l'espèce de portail que le caïd. Voilà, il se trouve que accidentellement, il se retrouve avec une espèce de tâche multidimensionnelle sur lui. Il peut voyager entre les univers et il est décidé en gros à ruiner la vie de Miles en tuant ses amis, sa famille, en changeant un peu le Au cours. départ, il va pour prendre en puissance en allant chercher les presses citrons dans tous les univers et emmagasiner de l'énergie et après il va se venger. Exactement. Bon, Miles le prend pas au sérieux, ouais. Il se moque un peu de lui. oui, en disant, il l'appelle le méchant du dimanche, quoi. C'est pas très. Il le prend pas au sérieux. Il se trouve que ce personnage va devenir particulièrement sérieux et sévère. Il se trouve que du coup Miles c'est un peu la cible de tout le monde parce qu'il est à la fois la cible de la Tâche, la cible de Miguel O'Hara qui est un peu le chef de la brigade multivers qui essaye de lui dire bah mec en vrai t'arrêtes pas de foutre la merde donc tu vas arrêter de bouger et on va suivre ces péripéties là jusqu'à un cliffhanger de fin qui moi m'a surpris. C'était la première fois que je me faisais surprendre par ce genre de truc. Donc on découvre aussi tout plein d'autres Spider-Man qui vont devenir un peu la nouvelle team après Spider-Cochon, Spider-Man Détective Noir, la Manga Girl du premier et tout. Donc on a la Spider-Mama qui est enceinte. Bon, tous ceux qu'on voit dans la BA à peu près, hein, Spider-Punk, Spider-Indien qui vient de Mumbattan. Spider-Man. Spider-Man. Voilà. Il y a un Spider T-Rex, un Spider chat, il y a et tous plein les autres du Spider-Verse. Alors juste petite précision, ce n'est pas le multiverse. Dans le multiverse, il y a le Spider-Verse. Le multiverse, c'est ce que nous montre Marvel. Et soyons tout. techniques. C'est vraiment en gros, le Spider-Verse est fidèle au Spider-Man, quoi. C'est vraiment un truc qui les concerne que eux. Et du coup, c'est pour ça qu'on verra d'ailleurs toutes les itérations, même des différents films qu'il y a eu avant. Voilà. Ben ok, ben voilà, merci pour le résumé. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. William, c'était pas évident. C'est pas évident parce que c'est vrai que c'est plein de rebondissements. C'est mais très dense, ça va très vite, il y a beaucoup d'infos, mais ça reste très lisible et c'est une des grandes forces du film. Et en plus, c'est la première partie d'un film en 2 parties. Oui, voilà, c'est le cliffhanger de fin qui, moi, m'a vraiment surpris. C'est-à-dire que d'habitude, je le vois venir, le truc du To Be Continued, tu vois. Et là, vraiment, quand ça arrivait, j'ai fait « Oh non, oh, je suis dégoûté !» Donc ils ont réussi à m'avoir. Un film qui dure 2 heures et quelques, parce qu'on avait dit 1h55 dans l'épisode BR. En fait, c'est faux. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette mauvaise info sur Google. Le film dure 2h16, un truc comme ça, 2h20. Et ça passe à une vitesse folle. Ça va très vite.
tout de suite, comparons la BA avec le film qu'on a vu, avec, tout simplement, vous le savez maintenant, hein, ça s'appelle le Douille ou pas douille. C'était une douille. C'était pas une douille. On a vu la BA et souvenez-vous qu'on était très hypé. Il y a même eu William qui disait que c'était un des films que tu attendais le plus cette année. Ouais. Maintenant, c'est vu. Est-ce que cette BA, William, t'a douillé ? Cette BA ne m'a pas douillé. Je m'attendais à un film incroyable et malgré une expérience salle terrible, j'ai adoré le film. Alors, on va en parler après de l'expérience salle. C'est vrai qu'on n'est pas tombé sur la meilleure salle. Oui, on l'a vu tous ensemble, il faut le dire. C'est le risque à prendre quand on fréquente la salle la plus fréquentée du monde. Voilà. Et Un vendredi soir à 18h45, c'était la mauvaise idée. La semaine de sortie. Clémence, douille ou pas douille ? Pas douille du tout. La BA était parfaite parce qu'elle en dévoilait pas trop et elle déflorait pas trop les éléments du scénario et en même temps elle montrait que ça allait être un concentré d'émotions, d'action, de graphisme ultra stylé et tout, et c'est effectivement ce qu'est le film. Je trouve qu'il est même presque meilleur que le premier, quoi. C'est un très bon film. Bonne suite, et ça c'est rare dans l'histoire du cinéma. Kevin, douille ou pas douille ? C'est une douille positive, bien sûr. Oh là 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 là. Oh là là, j'avais eu peur. On a eu Parce peur. que si vous vous souvenez, moi quand j'avais vu la BA, j'étais hypé graphiquement, mais j'avais des petits doutes sur l'histoire. J'avais peur qu'il y ait un peu de redondance et une perte d'inventivité. Bah, c'est pas du tout le cas. C'est génial, c'est super. Donc douille très positive. Et toi, C'est Romain ? réjouissant. Oui, je suis content. Alors moi c'est comment dire, c'est un douille ou pas douille en 2 temps. Ah bah oui. Ah. Attends. Parce que j'ai eu C'est une douille en ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. j'ai vu le film 2 fois. La première fois avec vous, comme tu l'as dit, vendredi soir, 18h45, avec une salle désastreuse. Ah ouais. En même temps, c'est le principe de la salle, quoi. Mais sauf que là, on est vraiment tombé sur tous les bouffeurs de snacks de notre univers à nous, quoi. Il y a Ils eu étaient tous là. ça, on était mal placés, on était derrière les enceintes arrière. Ouais, le on gang a eu des un problème mangeurs de son. popcorn, le gang des mangeurs de chips, le gang des... je sais pas ce qu'ils faisaient, mais Qui ils faisaient mettent du 10 bruit. ans à ouvrir leur paquet. Le gang de ceux qui ont des montres connectées qui arrêtent pas de s'allumer à chaque notification, bordel de ta mère. Le gang des personnes qui arrivent 5 minutes après le début du film et qui te mettent la lumière du téléphone dans la face en disant est-ce qu'il y a une place, Mec, sois discret. Et problème de son aussi au début du film. Alors ça fait 2 fois déjà qu'on va voir un film ensemble et 2 fois qu'on a un petit problème technique. La première fois c'était Fast and Furious avec les lumières qui se rallument au beau milieu d'une scène 15 d'action. minutes de lumière allumée dans la salle. Voilà. Et puis là cette fois-ci une enceinte qui se lance pas, donc une partie du son qui nous a été volée au début du film. Serait-ce une vendetta de la part de l'UGC? On lui fait peut-être pas assez bien la pub et du coup ils ont décidé de se venger sur nous. Je sais pas, ils huilent pas, c'est la machine qui tourne trop vite peut-être pour eux. Je ne sais pas. Donc du coup, frustré par cette expérience-là qui m'a fait ressortir d'un film qui était en dessous de ce que j'attendais, alors que la BA, je l'attendais beaucoup. Pour l'instant, on est sur un pas douille, on était sur un bon douille. Hein. Enfin, un mini douille, parce que c'est vrai que le film quand t'es sorti, t'avais l'air vraiment en colère par rapport petite au douille film, amère. quoi. Ouais. c'est beaucoup voilà, en fait c'était des stimuli à longueur de temps, quoi. C'était d'un côté il y avait les craquements de celui qui ouvre son paquet de chips et qui se les bouffe comme s'il était à la maison. Derrière de moi j'avais un mec qui jouait des genoux dans mon fauteuil. J'ai cru que c'était une séance 4DX à la fin. Je savais plus où est-ce que j'étais. Donc ça m'a sorti du film. J'étais un peu frustré quand on est parti se boire cette petite bière de la pré-séance. Et je me suis dit non, je peux pas rester sur un échec. Enfin, un échec. C'était quand même une bonne expérience parce que le film est quand même assez ouf pour que je ressorte pas non plus désastré, j'allais dire. On va dire désastré. Dévasté. Ouais, Dévasté. Donc je suis parti le revoir ce matin. Ce matin, séance de 9h, 20 personnes dans la salle, grande salle, une autre salle pour le coup, parce que je me suis dit je vais voir, parce qu'il y avait 2 salles qui tournaient à l'UGC Léal. Donc je suis parti voir à la salle 1, pas la salle 10 cette fois-ci. Donc tout seul, bien placé, premier tiers, milieu, bam, là où les sons se synchronisent dans tes oreilles. Point d'écoute du 5-1, n'est-ce pas? Voilà, sans aucune personne qui bouffe des popcorn en même temps, 9h du mat, ça aurait été chaud. J'imagine s'il y avait vraiment eu quelqu'un qui vous fait des popcorn, comment Des tu l'aurais céréales. regardé. J'imagine, t'as regardé le film, t'as entendu ting, du grille-pain. Les mecs qui bouffent leur Kellogg's. La machine à café Tassimo. Un mec qui tartine. Tu veux des smacks? Non, et donc du coup l'expérience a été parfaite et j'ai encore plus apprécié le film et j'oublie tout ce que j'avais pu penser sur les problèmes de rythme enfin bref, tout ce qui m'avait fait sortir du film à ce moment-là et qui m'avait fait mal penser en fait de mon premier visionnage. Le deuxième visionnage a tout résorbé et je trouve que voilà, le mot je vais le lâcher, c'est un chef-d'œuvre. C'est clairement un chef-d'œuvre. Donc du coup, un pas douille pour commencer avec des petits pinaillages sur le rythme et tout, puis finalement un gros douille positif. C'est même pas, enfin c'est un pas douille positif parce que j'attendais beaucoup ce film et j'ai été encore plus surpris, comme tu l'as dit Clémence.
c'est qu'il y a énormément de choses qu'on ne voit pas dans la BA et qui sont juste, c'est du kiff en barre. C'est ce qu'on espérait. Et voilà, encore une fois, une maestria graphique, mais alors là, mais en plus moi j'en prends plein la gueule à chaque fois, parce que j'adore l'animation, et quand c'est fait comme ça, là, mais je suis pas loin de l'orgasme, hein. Je vous le dis direct. Hein. Il est resté dans la thématique Pornhub, Romain. Tout le long. Mais c'est, voilà, et puis en plus c'est un traitement des personnages, je suis déjà dans la vie, je vous Oui, rebondis bien sûr, sur allons-y. derrière. Mais c'est Vas-y. un traitement des personnages que je trouve très très bien géré. Il n'y a personne qui est laissé pour compte, notamment les deux principaux, on va dire, hein, Gwen Stacy et Miles Morales, et en plus réunis par leur habit et leur leur travers psychologique, d'aventure de Spider-Man. Enfin bref, tout le monde se ressemble dans ce monde-là, mais surtout ces deux-là qui ont le même âge pour le coup et qui traversent à peu près les mêmes choses. Enfin, ils n'ont pas le même âge, elle est un peu plus vieille. Ok, d'accord, mais bon, t'as compris. Et donc, je trouve que les deux personnages sont très bien traités, notamment sur la question parent-enfant, quoi, tout ce qui va avec, comment gérer son alter ego et comment se situer dans ce monde quand on est Spider-Man. Bref, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, etc., etc. Enfin bon, bref, j'en parle mal comme ça parce que là, je suis lancé à 100 à l'heure, mais voilà. Je trouve que c'est très bien traité. L'histoire pensée en deux parties fait qu'on termine sur un cliffhanger, mais chapeau, quoi. Rien à dire, avec une montée en puissance de la musique. Chaque personnage a son univers musical comme il a son univers graphique. Donc ça change, à chaque fois qu'on change d'univers, on change d'univers graphique. Et de voir ce mélange comme ça opérer à l'écran, c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Il y a des super idées en plus. Et voilà, et puis c'est pas fait avec le cul. Donc voilà. C'est ça, tout est pensé et tout est bien complet, quoi. Chaque plan est pensé, chaque cadre est pensé. On a encore magnifiquement cet hommage rendu à l'essence même qu'est Spider-Man, c'est-à-dire au départ une feuille de papier mal imprimée avec un héros qui déborde, quoi, hein, des couleurs qui débordent. Donc on retrouve tout ça. Et puis, je sais pas, une bande-son fantastique. Enfin bon, bref. 5 étoiles, rien à dire. Spider-Man, Cross the 5 Spider-Man. lunes. 5 lunes, oui, c'est vrai, je note en ligne. Pour le lore. Toile d'araignée. Enfin, voilà, je vous laisse en parler avec plus d'adjectifs. Il y a un truc en plus effectivement, la créativité graphique, cette liberté graphique, c'est que la mise en scène fait aussi référence évidemment aux cases de comics. Et je trouve que c'est pas juste fait comme ça, de façon bébête, comme on a pu le voir dans d'autres films. C'est que vraiment, il y a des... en fait, ça met un dynamisme de mise en scène, ce principe des cases. C'est-à-dire que tu vois un perso, par exemple, qui est en train de se déplacer, et d'un seul coup, il y a un split screen, en fait, et une autre case qui s'ouvre sur le côté, et c'est soit zoomé, soit c'est la continuité du plan, en fait, de ce qu'on voyait au départ. Et ça produit vraiment cet effet qui est un effet réel de lecture, en fait, de gauche à droite, quoi. C'est incroyablement bien fait. C'était Ang Lee qui avait essayé de faire ça dans le premier Hulk, je sais pas si vous vous souvenez, avec Eric Bana. Ah, il y avait des transitions avec des cases BD, mais ça marchait pas du tout comme là. Non, moi je me souviens par exemple dans Deadpool, tu vois, ça avait été fait parce qu'il y avait le côté méta et tout, mais c'était un peu accessoire, quoi. Là, je trouve que vraiment ça fait partie de la mise en scène et du dynamisme de mise en scène et de narration, ouais. Et c'est vrai que pour détailler un peu plus au niveau graphique, je trouve ça incroyable la liberté qu'il se donne, en fait. Ne serait-ce que par exemple, il y a une scène d'ouverture, première scène d'action dans le monde de Gwen Stacy, donc déjà son monde à elle est différent de celui de Miles Morales en termes d'image, de couleurs, de traitement. Et en plus, il y a un méchant qui arrive d'un autre univers qui est le vautour, mais qui arrive d'un univers type Léonard de Vinci, quoi. Version Renaissance, ouais. Renaissance, et il est pas du tout dessiné pareil, il est vraiment en sépia, gris-marron, avec du trait de dessin technique à la Léonard de Vinci, quoi. Croquis, ouais. C'est incroyable, il est magnifique. En fait, ça pourrait être complètement rebutant d'avoir des décalages graphiques comme ça, et en fait, il s'intègre tellement bien, c'est si bien fait. De la même manière, il y a le Spider-Man punk qui est complètement en collage, en fait, comme des affiches tu vois, de punk anglais et tout. Il est trop bien fait aussi, il s'intègre super bien. Enfin, franchement, moi j'ai été époustouflée par ça visuellement, et en plus il y a des partis pris, quoi. Par exemple, les moments d'émotion entre Gwen Stacy et son père, où c'est du dialogue, c'est du chant contre chant, quoi. On passe d'un personnage à l'autre. En fait, il y a des fonds visuels derrière eux qui d'un seul coup prennent des couleurs complètement surréalistes, et c'est presque de l'art contemporain, quoi, enfin de la peinture. Posca, en fait, dans son univers, t'as l'impression qu'en fonction de son émotion, la tout couleur est lié du aux personnage couleurs. change, et que c'est dans son univers à elle, ça fait partie de la diégèse de son monde. Ça prend le parti très osé de plus être réaliste, quoi, de presque effacer le décor et les éléments qu'il y a autour d'eux, et ça devient un truc qui est purement émotionnel, quoi. Enfin, ça, je trouve que c'est vraiment des prises de risque et de liberté qui sont hyper rafraîchissantes. Spider-Punk aussi.
Et après, j'ai appris ils ont mis les animateurs 2 ans à animer toutes ces séquences. Hein. Et puis même, ça se ressent aussi dans son portail. Je sais pas si tu vois à la fin. Oui. Parce qu'il a fabriqué lui, un bracelet pour Gwen. aider Spider-Gwen. Là. Et même le portail a les caractéristiques graphiques du punk. Et en plus de ça, les personnages sont ultra attachants et bien caractérisés. Comme tu le disais, il y a déjà les 2 héros, mais même les secondaires, les nouveaux qui sont amenés. En fait, il y a toujours cet humour qu'on retrouve, comme dans le précédent Spider-Man Into the Spider-Verse, où ils sont tout de suite attachants parce qu'en fait, il y a un humour qui est très proche de nous et qui tombe très juste, quoi, qui est à la fois un peu référentiel par rapport à l'univers et à la fois très par rapport à qui ils sont eux, leur âge d'adolescent, leur rapport avec les parents, ou quoi, parfois, les histoires d'amour. Et parfois un poil absurde comme nous ont habitués Chris Miller et Phil Lord, notamment dans des humours à la Lego Movie ou à la Tempête de boulettes géantes. C'est pas tout le temps ça, heureusement. En fait, ils sont allés chercher tous les gros avantages de ces films-là et ils les ont inclus dans leurs films en faisant de manière hyper intelligente et maligne, quoi. Ça déborde pas trop, ça vient s'emboîter parfaitement dans un univers hyper bien construit. Ouais, et le dernier truc que j'ai adoré, c'est l'émotion vraiment assumée, notamment dans la thématique des parents qui essayent d'élever leurs enfants et de prendre soin d'eux et qui les comprennent pas, les parents de Miles qui sentent qu'il leur ment et qu'il dit pas un truc. Enfin voilà, je trouve que on pourrait avoir l'impression que ces moments sont des longueurs dans le film, mais en fait je trouve qu'ils sont vraiment nécessaires pour que le scénario soit aussi excellent et c'est ce qui nous implique, quoi. Et la thématique de la mort aussi qui est quand même très présente. Ouais, qui est beaucoup plus adulte, qui donne un ton plus dramatique au film et en même temps qui se marie très bien avec le reste. Je veux dire, c'est bien géré, quoi. Il y a pas un moment qui détonne. De la même manière que dans le film, il est expliqué que c'est le nœud du canevas chez Spider-Man, c'est-à-dire qu'ils ont toute une théorie autour de... Il y a des points clés dans la vie de tous les Spider-Man qui leur permettent de devenir ce qu'ils sont. Et il se trouve que même s'ils ont tous leurs univers et que dans chaque univers, le Spider-Man est différent, ça peut être une femme, un homme, un animal ou ce que tu veux, mais alors ils ont quand même tous des points communs. Donc c'est les nœuds, le canevas. Et de la même manière, tu as l'impression que cette thématique de la mort, c'est aussi un des nœuds de narration du film. C'est assez malin parce que c'est une mise en abîme de la narration à travers la narration carrément du personnage, tu vois. Le film, là où il est malin aussi, c'est que quand en effet il traite de l'émotion, ils le font aussi par la mise en scène. Tu peux avoir par exemple Miles et Gwen qui vont parler ensemble. Tant qu'ils parlent chacun de leur univers, ils peuvent jouer sur une séparation physique. Par exemple, elle marche sur le dessous d'une gargouille pendant que lui marche au-dessus. Donc ils parlent de la même thématique, mais dans leur univers séparé. Tu vas avoir un temps de respiration, un plan large où tu les vois. D'ailleurs, à chaque fois, les plans larges sont fabuleux. Moi, j'en ai pris plein la tronche. J'arrive même pas à croire de ce que j'ai vu sur... Il y a des plans, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop beau, tu vois, c'est hyper bien pensé. Et puis dès qu'ils se mettent à parler de leurs émotions à eux ou qu'ils se mettent à reparler d'une thématique commune, hop, ils vont aller dans la même dimension, tu vois. Donc l'un va rejoindre l'autre sur son même point de vue. Et du coup, la caméra va bouger. C'est plus eux qui bougent dans le décor, c'est le décor qui bouge autour d'eux, tu vois. Ils jouent en plus avec la relativité du déplacement, ce qui est possible dans le médium de la BD. Et c'est là où le film est trop fort, c'est qu'ils ont réussi à mélanger 2 médiums ensemble. Tu as à la fois de l'animation, du film, et comme l'a dit Clémence, ils arrivent à y intégrer les codes de la BD. Et c'est... Je sais pas, je trouve que le film est une réussite en termes de rythme. On parlait de cette narration sur des thématiques déjà connues, mais ce qui est bien, c'est que c'est toujours bien rythmé. Les séquences d'émotion arrivent au bon moment pour te faire respirer après une longue séquence d'action. Quand les séquences d'action est un peu longue, ils trouvent le moyen de te mettre des ralentis où tu as le temps de prendre une photo tellement c'est beau, ce qui te permet de respirer un bon coup. Tu as parlé de la BO elle est fabuleuse, moi. Et malgré le fait qu'on était hyper mal placé, que je sentais qu'il se passait plein de trucs dans le son et que je pouvais pas le percevoir parce que j'étais mal placé, j'ai trouvé la musique géniale, les effets sonores que j'ai malheureusement mal perçus, je les ai trouvés quand même vachement pénétrants malgré ma place. Enfin, vraiment, tu as dit le mot chef-d'œuvre, pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais. Et j'avais peur, comme l'a dit Kevin, que une fois la surprise passée de l'animation, le deuxième film, je me dise ouais, c'était bien, mais bon, le premier avait fait mieux. Bah moi je trouve que c'est même un meilleur film que le premier. Bah là en fait c'est ce qui est vraiment sans hésiter, tu vois. Ce qui est vraiment dingo, c'est que là où c'est les personnages, tu vois, je pense au Spider-Man détective noir ou le côté manga ou de Penny dans le premier, ou le côté cartoon du Spider cochon, c'était des styles différents mais qui venaient et qui étaient juste sur le personnage dans le monde de Miles Morales. Là pour le coup c'est lui qui se déplace dans ces mondes-là et donc c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est surtout c'est la porte ouverte à l'imagination des différents animateurs, et c'est là où tu te rends compte qu'ils ont dû réunir autour de ce projet-là une quantité d'artistes aux univers variés. Parce que ça peut pas être juste une équipe de 10 personnes qui se sont dit bon alors qu'est-ce qu'on peut imaginer. Chacun est venu avec son univers, ses goûts,
et ses influences, et ça s'en ressent. Moi, par exemple, j'ai adoré le Spider-Man indien. Toute cette séquence, elle est folle dans le film. Il y a une question de rythme, de blague, de style graphique, d'évolution. En plus, c'est là où tu commences à comprendre les histoires de nœuds du canevas. Enfin, pour moi, c'est une des scènes charnières du film, tu vois. Et elle est réussie de bout en bout, quoi. Kevin, malheureusement, t'as pu laisser grand-chose, mais je pense que t'en as encore quand même sous le coude. Mais je suis d'accord avec vous. Mais après, moi, je continue à penser qu'il y a quelques petits problèmes de rythme dans le film. C'est moi qui ai le plus mauvais rôle. Je dis les micro-défauts de pinaillage, alors qu'en fait, je trouve que c'est hyper bien. Mais je trouve qu'il y a des petits défauts dans la rythmique, surtout les passages avec les parents, les passages de discussion qui sont parfois un peu tirés malgré la beauté graphique du truc. Mais encore une fois, c'est pas grand chose face aux qualités. Autre petit défaut, moi je trouve, c'est même s'ils s'en sortent plutôt bien, c'est cette volonté de vouloir mettre des images des films précédents. Je parle des films live et je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé avoir un film full animation totale, sans avoir ces incursions dans le monde de Venom, sans avoir le Childish Gambino dans une cage et sans avoir tout ça. C'est les seuls défauts, sinon c'est trop bien. Alors passons maintenant aux qualités. Puis après, c'est des petits passages. Mais c'est je veux bien répondre à ça, et Mais ayant vu une deuxième fois, parce que c'était des choses que j'avais aussi soulignées à la sortie du truc en disant ouais, le rythme, les passages avec les parents sont un peu longs et tout. Ça, déjà, j'ai revu une deuxième fois. Franchement, je l'ai même pas ressenti. Non, parce qu'en fait, ils appuient pas dessus. C'est là, ça passe. Et puis ça passe, Oui. et puis en plus tu comprends l'importance du truc. Je sais pas si c'était le fait d'avoir déjà vu le film qui m'a fait, mais en tout cas, je trouve que là, c'est passé crème. Et après, je sais pas aussi si parce que j'ai passé encore un plus bon moment que le premier, mais je suis prêt à accepter cette idée de relier avec les films live si c'est fait dans cet esprit-là. Je veux dire, je veux pas que ça vienne vampiriser la suite. Si on décide de faire une Roger Rabbit à un moment et qu'on mélange du film live avec de l'animation, déjà je veux que ce soit pas l'inverse, quoi. Ce soit pas Miles Morales qui aille dans le monde de Tom Holland ou je sais pas quoi, mais plutôt l'inverse, et que ce soit fait dans cet esprit-là, tu vois, vraiment. Non, mais qu'il n'y a pas un Spider-Man qui est au-dessus des autres, tu vois. Surtout que je trouve que c'est des scènes qui servent pas à grand-chose, à part à teaser des trucs. Tu vois, par exemple, la scène de Miles Morales, Childish Gambino, c'est juste pour teaser le rôdeur, pardon, qu'il y aura dans le MCU. Tu vois, c'est quand même des trucs contractuels et qui, moi, ça a tendance à m'agacer. Mais bon, au moins, l'intelligence du film, c'est de pas les mettre au premier plan. Mais c'est quand même là et pour moi, c'est une petite pointe. Pour ça que je dirais pas chef-d'œuvre, parce qu'un chef-d'œuvre n'a pas de défaut, et ce film, je trouve qu'il en a. Après, sur un film qui parle du multivers, moi, je trouve ça assez comprends. cohérent. Tu vois. Oui, je comprends. Cohérent, mais j'aurais bien aimé que ça soit fait de manière plus fine que de cette manière-là. Mais les défauts étant énoncés, moi je trouve que c'est un film qui est excellent. Je trouve que l'animation elle est dinguissime. Artistiquement, je trouve que tous les plans c'est des tableaux. J'ai envie d'avoir tout en fond d'écran. Je sais pas quoi choisir. Tu mets tout. Je sais pas quoi choisir. Moi, le plan, ils sont tous les deux assis à l'envers sur très beau, très beau. D'avancer là avec New York en fond, avec la caméra qui tourne. T'as un super plan la Batman de Miguel O'Hara avec la pluie rouge là, incroyable aussi. Mais donc, tout est magnifique. La rythmique, malgré les petites longueurs, je trouve ça assez hallucinant, notamment dans les scènes d'action avec une lisibilité qui est folle, alors qu'il y a je sais pas combien de personnages à l'écran. Il se passe des trucs tout le temps. Des explosions partout, arrière-plan, second plan, premier plan, il se passe des trucs tout le temps. Il y a des changements de style graphique en permanence. Et ça se tient. Et ça, franchement, c'est un travail. J'imagine même pas les heures qu'ils ont fait là-dessus. Ouais. Les mecs qui ont dessiné le storyboard. C'est un travail, mais de titan, quoi. Et artistiquement, c'est hyper bien retranscrit. Donc, non, c'est un méga bon film d'animation. C'est un super bon film Spider-Man. C'est peut-être le meilleur film Spider-Man qu'on a eu. Tout film Spider-Man. J'ai des frissons là. Tout à l'heure, je vous dis. Confondu. On va devoir créer une autre catégorie de la tier list. Et ça met quand même ça met quand même une bonne claque au film du MCU, quand même. Au Spider-Man, je parle. Tu peux dire les films du MCU tout court. Oui, mais là, hein. on parle parce que moi, ce qui me fait rigoler, c'est que j'arrive pas à m'empêcher de voir un petit pied de nez l'histoire du canon narratif de chaque Spider-Man doit avoir ces éléments perturbateurs, qui sont importants pour l'ADN du perso, et que Tom Holland, le perso de Tom Holland n'a que dans son troisième film. Lui, il part en vacances. Non, mais qu'il a juste dans son troisième film, et où en gros le perso de Tom Holland devient Spider-Man tel qu'il devrait être. À la mort de Iron Man, ça. À la fin du film. Ah, c'est à cause de Tante May. Oui. Parce que moi, pour moi, c'était genre la figure paternelle d'Iron Man. Non, c'est quand Tante May est morte. C'est ça. Je suis parti trop tôt. Mais du coup, c'est intéressant parce que je trouve que en plus le film a ce
truc malin, un méta, mais méta malin, de t'interroger sur ce qui fait l'essence d'un personnage. Est-ce qu'il doit respecter le canon, est-ce qu'il ne le doit pas, et s'il connaît le canon qu'il est censé respecter, est-ce qu'il a le droit de le briser en restant lui-même. Et je trouve que c'est des belles questions. C'est vrai que c'est intéressant ce truc du drame fondateur ou des différents drames, le fait de dire qu'il y a des moments géniaux et heureux, et il y a aussi des drames. Ça parle à la fois de la vie de quiconque, mais ça parle effectivement de ce qui fait un héros et sachant que Miles Morales a l'air de vouloir stopper son drame fondateur, alors que son drame fondateur, il l'avait quand même déjà eu avec la mort de Oncle Aaron. Oui, mais c'est intéressant justement. Donc, même t'as une cette espèce idée que lui... d'inéluctabilité de drame fondateur qui fait que c'est comme ça que le perso se construit, mais avec quand même la volonté de le stopper, et je trouve ça intéressant. Non, mais ce qui est intéressant même, c'est que lui, humainement, il a effectivement déjà un deuil dont il essaye de se remettre avec son oncle, mais il a pas envie que ça se reproduise, quoi. Et c'est intéressant comme question, en fait, de dire... Je trouve que ça serait le seul perso à qui ça arrive 2 fois dans le cercle familial. Ah, bah... Andrew Garfield, il a perdu le père de Gwen Stacy. Oui. Et en fait, à chaque fois, il perd le père de Gwen Stacy, mais jusque là, son oncle, c'est son oncle, et que le capitaine, c'est aussi son père. Donc là, c'est sa famille directe. C'est le seul perso qui perdrait 2 membres de sa famille. Oui, mais Miles, c'est aussi l'anomalie qui fait qu'il n'y a plus de Spider-Man il y a plus de Peter Parker dans son univers. Mais c'est en ça que le perso est intéressant, je trouve. En fait, il y a la question de aussi, très bien, le drame est aussi fondateur que le moment de bonheur dans la vie de quelqu'un. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément ce drame-là, tu vois ? C'est-à-dire que, certes, tous les Spider-Man ont eu un drame qui les a poussés à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, mais Miles, il peut très bien le dire, très bien, moi je peux aussi bénéficier potentiellement de votre expérience. Oui. Je suis pas obligé de passer par ce traumatisme-là, il y en aura d'autres probablement, tu vois. Et je trouve que c'est une bonne question à se poser. Mais tu vois, l'essence, elle est respectée quand même, c'est là où ils sont malins, parce que, en fait, certes, le drame fondateur, c'est important, mais ce qui fait l'essence de Spider-Man, c'est le dilemme. Spider-Man, c'est le héros qui doute, en fait. C'est ça son ADN, et Miles Morales doute énormément aussi. Je trouve que, contrairement à Tom Holland, le personnage de Tom Holland, bien sûr, je trouve que c'est vraiment des films, enfin, pour l'instant, ce diptyque là qui va être une trilogie, c'est vraiment des films qui ont compris ce qu'était le perso, ce qu'il représentait, et ben merci, quoi, ça fait plaisir. Après les 4 douilles qu'on s'est tapé chez les autres là. Et ce qui est hyper encourageant, c'est qu'à la fin du film, donc, il y a des révélations, notamment autour d'un futur antagoniste. On dit qu'on spoilait. Hein. Ouais, tu peux y aller. Qui n'est autre que Miles, mais une version Sinister Six de lui. Morales. Voilà, c'est dans l'univers d'où vient l'araignée qui l'a piqué. Son père est mort et du coup c'est devenu un chef de gang à la tête, qui contrôle son oncle. C'est lui qui est devenu le rôdeur, et je trouve que ce personnage dégage un truc. La scène finale là où ils sont tous les deux face à face. Moi, ça m'a vraiment foutu des poils dans la salle. Puis la musique, là... Et ça annonce... toi, pour moi, un bon super-héros, c'est quand il y a un bon méchant. Ton super-héros ne peut être bon que s'il y a des bons méchants. Mais là, à partir de là, moi, c'est vraiment ce qui m'a encore plus marqué ce matin quand j'ai revu le film. Vraiment, à partir du moment où il s'enfuit du hub, du Spider-Verse. C'est magistral, cette fin. Mais, et qu'on a ce montage alterné entre la poursuite, on a l'impression qu'il est poursuivi, parce qu'ils sont tous les deux sous la pluie dans la même ville, et en fait, c'est trop intelligent en termes de mise en scène. Le twist est trop bien amené, en fait. En termes de mise en scène, même, ils réussissent à te cacher en faisant passer les émotions de Miles en schéma, et donc ça vient illustrer toute son avancée dans la ville, où il tient absolument à retourner chez lui, parce qu'il tient à fuir à sauver son père, son destin, quoi, son destin fatal, qui est celui de voir son père mourir. Et donc on a toute cette course-poursuite entre Miguel O'Hara et les autres, et Gwen et tout, où eux le poursuivent dans un univers où en fait il est pas là. Donc, et il pleut, c'est le seul point commun qu'il y a entre ces deux univers-là, mais la ville n'est pas la même, sauf qu'il nous le cache derrière les émotions schématisées de Miles, on voit derrière où il se refait le cours de toute l'histoire et tout, et donc on voit... on est focalisé là-dessus, l'autre se focaliser sur des micro-détails. On voit ces pensées qui prennent la place des trains et tout, et donc on n'est pas sur les immeubles sont pas les mêmes, et même lui, du coup, ça traduit le fait qu'il est perdu et qu'il ne comprend même pas qu'il est dans le même univers jusqu'à tomber sur la révélation où sa mère lui dit mais t'es en train de partir en couille, et là il se rend compte qu'il glitch, et que franchement c'est trop bien amené. Mais ce moment est trop bien orchestré, parce qu'effectivement ça passe par une énième discussion un peu plus posée, on s'attend à ce que ce soit comme les précédentes discussions qu'il a eues avec ses parents, et en fait il y a ce twist de se rendre compte que c'est pas la bonne mère, et qu'en fait il y a un gros décalage, et c'est dramatique. Mais en plus de ça, comme tu dis, la ville on voit pas, et au moment où on voit la vue sur la ville et qu'on voit que c'est une ville où il y a plus de super-héros et où tout est en feu et tout, il y a que des catastrophes qui se passent, ça fait un effet de fou, quoi. C'est un truc qu'on a vu plein de fois dans plein
fin de film, le truc un peu soit temporel, soit d'univers alternatif, où en fait le personnage n'est pas à l'endroit où on croit, il ne croise pas ceux qui le cherchent ou qui doivent le retrouver. Mais en fait là, ça marche, mais super bien. Moi, c'est ce qui m'a trop plu. Trop bien monté, c'est trop bien pensé. La mise en scène, elle est oufissime. Et ça coupe au moment où t'as envie de savoir la suite, et ça marche de ouf. Moi, vraiment, j'étais là, genre. Mais toute la salle, même, il y a plein de gens, même encore ce matin, il y a des gens qui étaient en mode. Nous, on le savait parce qu'on avait. Moi, je le savais pas, parce que j'ai lu aucune info, tu vois. Je m'étais dit, à part ce qu'on fait pour la bande-annonce, je veux pas avoir d'infos, je vais me préserver de tout. Je savais pas qu'il y avait un troisième film. Je pensais que on savait juste qu'il y avait un troisième film, on savait pas que c'était. Ouais, pour moi, c'était une blague que t'avais sortie pendant l'épisode, toi, qu'on avait fait, en fait. Bah après, tu savais que ça allait être coupé en cliffhanger vu le temps que tu t'avais passé dans la salle. Mais non, parce que, en fait, moi, pour une heure d'action. À aucun moment, j'ai regardé mon téléphone. Pour moi, genre, on était encore. Moi, j'avais l'heure du mec qui recevait les notifs. Je savais. Mais j'avoue que moi non plus, je savais pas, et je pensais vraiment qu'ils allaient faire en sorte de résoudre ou de faire un acte final en combat contre la tâche, Miguel O'Hara. Et là, je vois qu'il y a en plus un troisième antagoniste. J'étais en train de dire, oh là là, mais comment ils vont résoudre ça? Enfin, comment ils vont démêler ça au moins pour la fin du film? Et du coup, j'ai été vachement surprise aussi que ça s'arrête net. Et vraiment, ça, l'effet recherché, sûrement, il a fonctionné à 100%. Tous les gens, ils sont en mode non. Et encore ce matin, j'avais un mec à côté de moi qui était pris dans le film pareil et qui disait non, putain, non, à suivre, comment ça? Et c'est trop bien. Et Romain, il était là, genre. Non, je crois que c'est prévu pour avril l'année prochaine. Hein. Faudra pas. Heureusement, les deux films ont été faits à peu près en même temps. Je vais te dire un truc, je suis prêt à attendre 3 ans s'ils nous sortent un film d'une telle qualité. Il va falloir faire encore attention à pas mourir. Mais en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on est tellement habitué. Regarder à gauche et à droite avant de traverser, putain. Un an de stress. On n'est plus habitué du tout au cliffhanger dans les films en général. On est plus habitué au cliffhanger dans les séries, et on est habitué aux séries qui font des cliffhangers à la fin de chaque épisode dans une même saison. Donc en fait, en plus, on binge-watch les séries, c'est-à-dire que toute la saison est disponible. Donc on a trop ce plaisir souvent de s'arrêter à la fin d'un épisode et dire oh je regarde la suite tout de suite, je peux pas m'arrêter. Et là, quand t'as ça face à un film, ça m'a fait pareil pour Dune. Quand t'as ça et que tu sais que ça arrive pas tout de suite, qu'il faut attendre au moins 1 an, mais c'est tellement frustrant, on n'est plus habitué en fait. Mais c'est bon. C'est bon encore aussi. mieux quand c'est bien fait comme ça, quoi. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça va créer un SDA chez nous, mais qui d'une bonne positive, tu vois. Pour moi, très souvent, le SDA, c'est un peu négatif dans le sens où j'en attends trop et je vais être déçu. Là, vraiment, je pense que c'est très positif. Et du coup, vous imaginez comment la suite, là? Beyond the Spider-Verse? J'ai pas envie de me projeter. J'ai envie qu'ils arrivent à me surprendre. Je vais essayer de pas y penser. Je vais essayer, tu vois. De toute façon, avec tout ce qu'on a imaginé, on était loin du compte. Donc, moi, je m'attendais à des Spider-Tub, il y en a pas eu. Non, mais là, il y aura du point négatif. On nous a Attention, annoncé, Beyond de Spider-Verse, il y aura de la tub. Moi, je vous le dis. Ça va, Ken, cette fois-ci. Non, mais il y aura du Sinister Six, forcément. Donc, on va avoir des méchants iconiques. On reverra. Mais moi, je connais pas les comics. On reverra le Rhino, Electro et compagnie. Moi, je veux juste que Miles Morales et Gwen ils finissent ensemble à la fin. Oh non, non. Alors, moi je vais casser tes rêves, mais je sais avec qui il va finir. Avec la Spider-Bite. Ah ouais, c'est hologramme là. Parce Non. que Spider-Gwen. Moi je pense qu'elle va mourir. C'est terrible, mais je pense qu'elle. Non, c'est pas forcément, mais c'est plutôt son idée de relation qui va mourir. Parce qu'elle va le friendzone. Elle l'a presque annoncé comme une prophétie dans cet épisode-là où elle lui dit toutes les histoires entre Spider-Man et Gwen Stacy se sont mal finies et c'est pour ça qu'ils veulent qu'elle spot. Même c'est si vrai que Gwen Stacy meurt quand même souvent. Mais j'ai l'impression que c'est presque prophétique. C'est genre ça se fera pas entre nous. Non, mais ils vont rester très bons amis. Et puis elle est un peu plus vieille que lui, elle doit avoir quoi? Non, et alors? Et alors il a 15 ans, elle en a 16. Regarde Brigitte et Macron, j'aime pas. Elle est clairement majeure. Ça se trouve, elle va enseigner le français à Miles Morales et tout, il va tomber amoureux d'elle. Minimum, elle a Gwen Stacy. Leur président. Mais non, je pense que c'est vu un peu comme ça, où ces Spider-Bite là, ils sont échangés des petits regards avec Miles, ça a l'air d'être bien passé, il y a moyen que... Ça va finir comme dans La Boussole d'Or. Exactement pareil. C'est-à-dire si moi je l'ai la croisée des mondes, c'est-à-dire ils vont coucher ensemble. Ah mais attendez, vous allez spoiler quelque chose là. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas. Je vais spoiler le livre. Attention, spoiling de livre. C'est qu'ils peuvent pas être ensemble parce qu'ils viennent chacun d'un univers. Ils peuvent pas rester ensemble, sinon ça détruit la poussière de l'autre ou je sais plus quoi. C'est pour ça qu'il faut aller voir ce Spider-Man là actuel au cinéma pour un petit rencard et tout. Et quand tu sors du film avec la personne, tu dis je suis si heureux qu'on soit dans le même univers. Oh là là. Oui, je sais, c'est nul. Alors c'est marrant parce que ça peut marcher. C'est marrant parce que je suis sûr que une fille dit ça à un mec, le mec se dit oh yes, tu vois. Un mec dit ça à une nana, elle se dit oh c'est quoi ce tocard sur qui je suis tombé, tu vois. Ça dépend où ils en sont avancés dans leur relation. Ça dépend s'il le dit en espagnol ou pas. Mi amor. Tu vois là ça passe. Tu estás de universitos. Je sais pas. Oula. Ça c'est l'espagnol approximatif de Kevin. Ça vaut même pas un B- ça. J'ai pas fait d'espagnol, je m'en fous.
Non, enfin bon, voilà, c'est. On pourra en parler encore des heures tellement ça met bien ce film. C'est très très dur d'en parler parce qu'ils réussissent presque tout à tous les niveaux. Donc comment parler d'une parfaite réussite, quoi. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'on a pensé la presse. Oh là là, Parce qu'on a que pensé la presse. Nous ne sommes que de vulgaires cobayes, soumis aux affres du popcorn et autres rendez-vous cinématographiques dans le cinéma le plus fréquenté du monde. Alors que la presse, eux, les privilégiés, là, ceux qui ont des projos presse, là, ceux qui voient les films avant tout le monde. J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont mis comme adjectif sur leur critique. Vous. Revue de presse. La 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 revue de presse, Kevin, tu vas nous en parler tout de suite. Je fais juste un petit point box-office pour annoncer le truc. On est dimanche, donc ça fait 4 jours qu'il est sorti le film. Il est sorti mercredi et c'est le meilleur démarrage de l'année pour le moment. Devant Les Gardiens et devant, c'est les chiffres américains, mais c'est ceux qu'on prend en compte à chaque fois pour le box-office. Donc ce Spider-Man-là et devant Mario Bros et devant Les Gardiens de la Galaxie 3 avec 51,7 millions de dollars. C'était. Il le mérite amplement. Ouais. Et bravo, c'était le meilleur démarrage vendredi. Et donc ça va certainement tout éclater sur le cumulé. Ouais, je pense qu'on peut peut-être atteindre le milliard au final. Je pense qu'il va les dépasser même. Donc voilà. Donc ça devrait atteindre pratiquement les 120 millions de dollars d'ici la fin du week-end. Aux États-Unis seulement. Mais c'est l'indice. Après, dans le monde, on verra ça plus tard pour les chiffres. Je te laisse, Kevin, avec les notes à travers Internet. Bien sûr. Eh ben, je vais commencer avec Rotten Tomatoes, 95. Donc très très bonne note. Ça doit être un des films les mieux notés du site, non ? Bah oui, en général. 95 de l'année, je pense. Ouais. Très très bien. Métacritique un peu plus sévère, mais 87 quand même. Et Allociné, 4,1. Très très bonne note Allociné. C'est très plus. C'est plus. C'est plus que son homologue. Que Spider-Man No Way Merde. Et ça fait plaisir. Spider-Man No Way, référence à Jojo. Toujours. C'est vrai. Spider-Man. Spider-Merde. Spider-Merde. Et je commence avec Écran large. Écran large nous dit aussi grisant qu'un swing de l'homme araignée, Across the Spider-Verse est un geste de cinéma d'une puissance folle dont la boulimie n'est jamais prise en défaut. Le film croit tellement à la variété de ses images que son effet patchwork y trouve une étonnante fluidité, notamment lorsqu'il met en scène une Inde futuriste en cel shading ou un Spider-Punk fait de collage. Par ce fourmillement d'idées, le fanservice obligatoire de Marvel est renvoyé à sa nature cosmétique plutôt que de devenir une fin en soi vide de sens, n'est-ce pas No Way Home ? Ouais. Et 100% d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Et en plus, Écran large, ils avaient fait un relatif entre l'industrie hollywoodienne et le message du film. Donc c'est peut-être métaphorique comme ça, peut-être poussé. C'est Johanna qui m'avait transmis ça. Johanna qui aurait adoré faire le match retour avec nous parce qu'elle a vu le film. Mais malheureusement, elle est prise par le travail. Elle a adoré Spider-Man, mais elle m'a écrit, j'ai lu la critique d'Écran large sur Spider-Man, ils ont adoré, ils ont vu dans cette thématique du canevas une grosse critique d'Hollywood actuelle dont les blockbusters et les films de héros de super-héros sont figés dans les mêmes canevas et où ceux qui proposent des histoires différentes sont minoritaires et traités comme des anomalies. C'est vrai qu'on peut faire ce parallèle. On peut carrément faire ce parallèle, c'est bien vu. Je pense qu'il y est. C'est bien vu. Et ouais, je pense qu'il y est aussi. Ils sont loin d'être cons, là, les Phil Miller et Chris Carter. Attends, quand même. On leur a fait pas cela. L'Ops. Durant les 2h20 de ce qui n'est qu'un premier volet, point d'exclamation entre parenthèses, ils sont très étonnés. Ils se sont fait avoir aussi. Le film ne laisse aucune facette de cet objet pop culturel hors de sa toile. Across the Spider-Verse est brillant par son ingéniosité, touchant par son émotion et absolument révolutionnaire par sa maîtrise technique. Il est si foisonnant qu'il faudrait s'arrêter sur chaque plan pour en dénicher tous les trésors. Devant ce tourbillon psychédélique, ce délire graphique, ce fourmillement permanent, on reste estomaqué, comme dirait la ministre de la Culture. Petit taquet au passage. Bien vu. 100% d'accord encore. Je vais dire ça pour toutes les critiques. 100% d'accord. Non, t'inquiète pas, j'ai quand même des critiques, tu vas pas être d'accord avec. Ah non. J'ai hâte de voir les vidéos de passionnés sur YouTube qui auront fait le film image par image et qui vont décrocher tous les clins d'œil. Regardez le reflet dans cet œil, c'est le vautour. Parce que malheureusement, ça passe trop vite pour le faire. Il y a tellement de choses à l'écran, mais c'est vrai que tu sens que tout est hommage, tout est clin d'œil. Mais ce qui est bien, c'est que ça veut dire que c'est un film que tu peux voir plusieurs fois et en apprécier à chaque visionnage parce que tu vas redécouvrir des choses ou découvrir des choses tout court. Puis en même temps, chaque plan est un tableau, donc c'est que du plaisir. Chaque tableau est un plan. Non, ça ne fonctionne pas. Le journal du geek.
Le journal du geek, plusieurs fois repoussé et annoncé en 2 parties, la suite du spectaculaire Into the Spider-Verse se dévoile enfin, apportant une réponse à la question existentielle: sera-t-il capable de faire mieux que son aîné ? L'équipe créative de Spider-Man Across the Spider-Verse ne le dit pas, elle le montre. Et oui, c'est ce que j'ai Pendant 2h20, l'équipe nous livre un long métrage éblouissant, étourdissant, reprenant à chaque point fort d'Into the Spider-Verse en les multipliant par 100, par 1000. Un déluge de superlatifs à la hauteur de la démesure d'un film qui n'a jamais eu l'ambition de se reposer sur les lauriers de son prédécesseur pour continuer à jouer la carte de l'audace sans aucun frein créatif. 100% d'accord. Ouais. C'est vrai que c'est dur de faire une suite et de garder soit déjà être constant sur comment est reçu le film, mais encore plus dur de faire mieux. Et là, pour le coup, il rejoint le clan de ceux qui ont réussi. Je pense à Toy Story ou à d'autres, tu vois. Mais Le Parrain, il y en a d'autres qui ont fait une des meilleures suites que faites de la place pour Vendredi The 13. Spider. Vendredi 14. Criticat, Wow. le journal des la chats. suite Qu'en des pensent chats. les chats ? ils ont leurs représentants en plus. Eh bah les chats, ils sont un peu plus chiants que les autres. Putain, il y a Spider-Cat, ils sont pas contents. Ils sont chiants, C'est les des chats. chats. Une fois au cœur de la citadelle de la Spider Society, Miles comprend que tous les récits de ses semblables s'articulent autour des mêmes événements structurants. Refusant d'accepter la mort programmée de son père, Miles va alors tenter de briser le canon narratif. Paradoxalement, Across the Spider-Verse reste quant à lui trop souvent prisonnier de son programme fondé sur l'accumulation de références et de clins d'œil métatextuels. Le film se complaît dans un fanservice rappelant même par endroits le plus opportuniste de ses cousins en prise de vue réelle, Spider-Man No Way Home. Les ambitions formelles du film se heurtent à son modèle économique reposant sur l'interconnexion de suites en cascade. Espérons que le futur Beyond the Spider-Verse, prévu pour l'an prochain, saura enfin briser la rigidité de ce canevas. Mais il m'inquiète, faudrait peut-être appeler la rédaction parce que ça fait un moment qu'ils sont aigris les chats. Trop d'herbes à Ouais. chat. Ça Et- les a... Et la nuit, tous les chats aigris. Je l'ai eu trop tard, mais je trouve ça Non très mais, bien. non, mais je suis désolé, là on peut pas parler du terme fan service dans le sens où c'est utilisé pour illustrer un propos qui fait sens et qui rejoint le scénario du film et les enjeux et tout. Le fan service, c'est vraiment quelque chose que tu peux enlever, là pour le coup c'est vrai que tu peux l'enlever si tu veux, mais je veux dire ça illustre le fait qu'il y ait plusieurs univers et que même Mais après, parmi tous ces univers graphiques différents, il y a même de la réalité. Enfin, de après la le réalité. fanservice, c'est pas un Live. bon mot forcément. Oui, Il peut y voilà. avoir du bon fanservice, c'est juste que les films d'animation Sony le font bien dans le sens où ça s'intègre dans l'histoire et c'est malin parce que ça te surprend et c'est rigolo. Alors que c'est un peu foutu à la truelle dans la plupart des films du Mais MCU là, ou du DCU par exemple. Là, je vois pas du fan service vraiment quoi. Enfin, j'entends pas ça comme ça. Je suis pas objectif. Mais est-ce que c'est un podcast objectif ? Non, c'est vrai. Hein ? Le point. Et on finira avec eux, parce que j'ai pris beaucoup. Le film s'éparpille dans un maelstrom de monde et de personnages sur un rythme d'autant plus frénétique que, selon le principe planté dans le premier opus, chaque déclinaison de Spider-Man bénéficie de son propre style graphique. Il en découle une surenchère qui confine bien trop souvent à l'orgie visuelle. Alors certes, la prouesse technique est indéniable, l'abattage graphique est tel qu'on y déniche forcément quantité de propositions visuelles audacieuses, mais cette surenchère a un prix. L'action est rarement lisible et les enjeux narratifs pour le moins confus. Elle est grabataire, cette Cet critique. assourdissant tintamarre recouvre le cœur battant du film, à commencer par la relation entre Miles et Gwen, et c'est d'autant plus regrettable que dans les trop rares moments où il se calme, Spider-Man Across the Spider-Verse propose quelques jolies scènes comme ce simple dialogue entre ces deux amoureux transis accrochés à l'envers sur la façade d'un bâtiment de Brooklyn. Ces quelques instants de pause nous rappellent l'importance de prendre le temps de planter des personnages, de proposer des enjeux clairs, bref, de raconter une histoire tout simplement. Je crois qu'ils avaient envie que ça ressemble à un Godard, en fait. Deux amoureux qui parlent. T'imagines Miles Morales qui se peint Ou un un visage en Mouret. bleu et qui se met dans une... Même s'ils ont adoré exactement les mêmes scènes que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont dit. Quand ils parlent d'illisibilité des scènes d'action, tu vas dire, les gars, ça fait 15 ans qu'on se tape du Marvel où on bite rien à ce qui se passe dans les scènes d'action. C'est très faux. Alors que là, on comprend quasiment tout, quoi. Et même quand c'est légèrement brouillon à cause du style graphique, ils trouvent le moyen de faire des ralentis ou des arrêts sur image pour te laisser le temps d'apprécier ce qui se passe, tu vois. Franchement, je les trouve vraiment mal. Non, mais ça donne un peu l'impression de gens vieux ou méprisants qui, là, font chier et ne regardent même pas habituellement les films Marvel, en fait, et n'ont pas vraiment de... Peut-être qu'elle a oublié ses lunettes, la personne. C'est pour ça. Mais elle parlait aussi du vacarme assourdissant. Peut-être qu'elle a mis trop fort son quelqu'un appareil qui ne supporte pas. Ils ont récupéré le son qu'on n'avait pas en fait, c'est ça. Il y a beaucoup trop de son dans cette salle, j'ai l'impression qu'il y a une enceinte en plus.
Et voilà, c'est tout pour moi. Eh ben merci Kevin. Bon, il y a quand même 90% de gens qui ont kiffé sur les critiques. Mais tu sais, j'aime bien surprendre des gens qui aiment pas comme ça. Je suis quand même étonné que le film n'y ait pas eu des critiques dithyrambiques parce que vraiment. T'as eu des critiques dithyrambiques. Non, mais que toutes les critiques aient pas été dans le même sens. Mais il y a toujours des gens qui sont. Mais ça reste du film de super-héros et un peu geek et tout, donc ça fait pas l'unanimité. C'est vrai que c'est du genre. Oui. Je veux dire, si le père de Miles Morales était travailleur social et que sa mère avait un problème de schizophrénie latente, bah peut-être que là, ça aurait pu vous penser. Ah, c'était pas le mot d'or. Oh là là. Mais réalisé par les Dardennes. Tout ça en noir et blanc, bien entendu. Et après, on va nous dire que le film d'animation, c'est pas du cinéma. Bah putain. Quand tu vois ce film-là, avec les plans qu'il y a et les cadres qu'il y a, les idées de mise en scène qu'il y a, et en plus le travail abattu, graphiquement parlant, artistiquement parlant, passionnément parlant derrière, enfin je veux dire... Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, malgré tout ce qu'on a pu en dire, on est vraiment très loin de ce qu'on a ressenti en voyant le film. Il faut vraiment le voir pour comprendre tout le travail qui a été fait en mise en scène. Voyez-le. Donc ouais, si les gens qui l'ont pas vu, ils sont encore là. Bon bah déjà, désolé. Hein. Bah vous l'avez vu, vous avez aimé, j'espère. Mais ça vous empêchera pas de kiffer autant en voyant le film, parce que c'est juste dans les yeux, c'est quelque chose qu'on peut pas vous faire retranscrire en podcast, hein, mais c'est une tuerie. C'est abusé comment c'est une tuerie, j'ai envie de lécher l'écran tellement c'est beau. Calme-toi. Arrêtez-le. Non mais ouais. Mais c'est voilà, ça fait plaisir, ça se produit 2-3 fois par an. Et là, c'est tombé sur un film qu'on a traité au moins parce qu'on n'avait pas eu le nez fin l'année dernière, on avait raté pas mal de chefs-d'œuvre. On avait préféré les douilles, mais cette fois-ci c'est bon, on y est. Et de se dire que c'est un blockbuster qui réussit à allier cinéma, conscience de mise en scène, humour, enfin tout ce qui fait qu'un mélange de genre, mélange de médium. Un film grand spectacle peut aussi être un chef-d'œuvre, hein, je le redis. C'est possible, voilà, c'est clairement le témoin de ça. Et un film d'animation. Et en plus de ça, un film d'animation pour bien faire chier tous ceux qui pensent que ce n'est pas du cinéma. Bah voilà. Antoine Decaune. Et tous les autres. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Mais oui, bah, précipitez-vous, invitez tout le monde à aller le voir. Voilà, parce que ça peut, vu déjà l'héritage qu'il va y avoir là prochainement, parce que j'ai vu que les prochains Tortues Ninja, par exemple, produits par Seth Rogen, là, qui vont sortir cet été, c'est totalement dans le style graphique de... Enfin, je veux dire... Ah ben, là, on en arrive à ce dont moi j'ai peur et ce dont on avait parlé pendant la BA. C'est pas grave. C'est l'idée à trop vouloir réutiliser ce truc-là, on en est une ouais, overdose et qu'il le dénature. Ça changera pas ces films-là, tu vois. C'est comme les Matrix-like. Tu sais, quand il y a eu Matrix, on a eu 5 ans de Matrix-like. Bah, le on n'entend plus parler maintenant. C'est ça, les films de super-héros, les films catastrophes, à une époque, il y en avait des chiés. Et finalement, c'est mort. Tout évolue. Mais en tout cas, c'est pour dire à quel point l'impact est là, quoi. Un Spider-Man, qui l'aurait cru en vrai ? Ça aurait été un Pixar, un Disney, tu te serais dit, bon, bah, c'est normal, entre guillemets. Mais non, c'est un putain de Spider-Man de chez Sony, quoi. Voilà, c'est Spider-Man, une grosse licence, un gros nom de super-héros qui réussit à redéfinir le genre. C'est un truc de fou, quoi. Voilà, comme quoi on peut prendre la culture geek et pas si... Et pas chier dessus. Voilà. Oui. À une époque où les comics, on les mettait dans des cases à la Big Bang Theory, là, avec des coupes pas possibles, et puis que ça t'ouvra jamais de meuf ou des trucs comme ça. Maintenant, le geek domine le monde. Enfin bref, je suis en train de partir là, arrêtez-moi. Si tu veux, on fera une émission là-dessus, c'est un autre débat. Ça fait 4 ans qu'on essaie de t'arrêter, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Allez, voilà. Allez. You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional process. Voilà, c'était le match retour du fabuleux Spider-Man Across the Spider-Verse. Chef-d'œuvre qui nous a réunis autour d'un écran, ensuite autour d'une bière et ensuite autour de l'amitié qui nous unit. Sera-t-il aux Oscars l'année prochaine ? Il sera aux Oscars et là il part vainqueur. Je pense que oui. À voir les autres films d'animation qui vont sortir cette année, mais en vrai il y a moyen qu'il fasse, j'allais dire le back-to-back, mais non, il aurait fallu qu'il soit sorti consécutivement. Ouais, mais il va prendre l'Oscar. Il y a moyen, à moins qu'ils attendent la sortie de la suite pour voir si vraiment ça vaut le coup. Parce que c'est vrai que c'est peut-être un film qui sera à juger dans son ensemble, étant donné qu'il est en 2 parties. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Nous verrons. Voilà, en tout cas, c'est une maestria de talent. Bravo à tous ceux qui ont participé à ce film et merci à eux. Nous, la semaine prochaine, on va se retourner à... Un autre film de super-héros. Un autre film de multivers. C'est vrai qu'on est dans les super-héros là, mais on revient dans le live avec The Flash.
Ah, ça tease l'épisode qui arrive. On vous t'en dit pas plus. Hein. Vous pouvez passer ces petits moments en slow-mo pour voir si on n'a pas caché des petits messages cachés. Cacher des messages cachés, voilà. C'est la fin d'un épisode, ça ne veut plus rien dire. Bref, ce sera The Flash, un film live sur l'univers d'ici cette fois-ci. Au revoir Marvel. Bonjour The Flash. Et ben merci à tous, hein. Sinon les réseaux sociaux c'est Twitter, Facebook, Instagram. Les épisodes c'est sur toutes les plateformes d'écoute, notamment YouTube aussi, vous pouvez venir vous abonner. Et puis très vite, au revoir, bye bye. Ciao, salut. À bientôt. Arrivederci. 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 Arrivederci.